Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Voilà, chers compatriotes, Mbotena Binobanso, Bande Konabiso, Babolingo, Basina, Mi Bali, Bawazalendo, Jambo yenu na wasalimia nyinyi wote. Semaji wa lugha la Kiswahili, moyo wenu bonsu banangani bateleji, ba mwakulu wa chiluba, mwakulu wa banzeloni bansantu. Bampangi na beto, ba ne Congo, bampangi na beto ya Bandundu, Kwilu, etc. Mbote na beno, moyanyu. Voilà. Eh bien, chers compatriotes, nous reprenons la langue officielle. Eh bien, chers compatriotes, il y a un scandale dont je vais vous parler ce soir. Vraiment, ce n'est pas supportable. Imaginez William Ruto, le président en exercice de l'EAC. Oui, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. C'est un financier du M23. Un financier du M23. Et qui le dit? C'est son vice-président qui l'a limogé. Donc, il est déjà ex-vice-président. Il est en même temps député. Parce qu'on l'appelle chez lui Deputy President, quelque chose comme ça, ou Deputy President. Oui, chers compatriotes, il s'appelle encore comment? Gachagua. J'ai une vidéo là-dessus, hein. Calmez-vous, je vais vous montrer, ben, vous pouvez déjà voir les photos. Hein. William Ruto et son vice-président. Il a limogé par la procédure de impeachment à cause de ça. Et oui, il est non seulement financier du M23 avec qui il a un contrat de fourniture d'or. Mais il a également un contrat avec un général rebelle du Sud-Soudan qui lui fournit aussi de l'or, qu'il blanchit au Kenya. Il y a une vidéo là-dessus, c'est en anglais, mais bon, il y a un commentaire en français, vous allez suivre un extrait. Ceux qui veulent suivre l'entièreté en anglais, qui comprennent l'anglais, ils peuvent suivre sur KTN. Parce que ce vice-président parle même de la colère du peuple congolais qui est parti saccager l'ambassade du Kenya à cause du comportement du président du Kenya, William Ruto. Ils étaient au courant. Et oui, vous comprenez maintenant pourquoi le contingent kenyan qui est venu, soi-disant pour combattre à côté des Congolais, n'ont pas combattu, hein, ils n'ont pas combattu le M23, ils ont sympathisé et le président de la République leur a prié de plier bagages et de repartir. Quel scandale! La RDC doit porter plainte contre... Oh là 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 là. Ce tueur complice de Paul Kagame avec l'Ouganda. Ils sont contre nous, voilà. Une raison valable de sortir de cette histoire de l'EAC. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, chers compatriotes. Eh bien, deuxièmement, je vais aussi vous parler de Donald Trump avec ses taxes douanières. Eh bien, bon, il a réfléchi pendant 3 mois
la taxe douanière sera de 10% pour tous les pays du monde. Ça veut dire y compris la RDC, pour ce qu'on exporte vers les États-Unis. Bon, il y aura les Américains vont taxer 10% là-dessus pour tous les pays du monde. Mais pour la Chine, c'est vraiment une chicote de la part de Donald Trump. Pour la Chine, c'est 125%. Imaginez, 125%. Eh oui. Si un Américain importe une voiture chinoise qui aurait coûté 20 000 $, eh bien, il va d'abord payer les 100%, c'est-à-dire 20 000 $, ça va déjà coûter 40 000 en tout. Et en plus de ça, il devra ajouter encore 25%, ce qui fait 120%. Vous imaginez une voiture achetée à 20 000 $ en provenance de la Chine, vous devrez payer presque, il va valoir 50 000 $. Oui, c'est un exemple pris au hasard. Hein. Voilà, chers compatriotes, eh bien, je peux vous laisser regarder là, mais dans l'entretemps, dans ce que j'ai pu lire pour vous, il y a beaucoup de territoires qu'on a récupérés du côté de Calais, et beaucoup de localités, beaucoup. Hein. Lumbishi, etc., où il y a des mines importantes, etc. Mais j'apprends aussi, c'est un peu grave, qu'il y a eu près de 250 du côté de Calais et dans les autres localités, des RDF qui ne voulaient pas partir. Eh bien, on en a tué jusqu'à 250, hein, mais un lynchage par la population et les Ouazalendo. Bon, c'est entre parenthèses, hein, donc je parle au conditionnel. Et qu'est-ce qu'il y a eu encore? Que Goma est encerclé. Je ne comprends pas comment Joseph Kabila pourrait venir à Goma, une ville encerclée. Et il y a Kamitatu qui soutient cela. Oui, que Joseph Kabila va débarquer. Mais s'il débarque au milieu des terroristes, des tueurs rwandais, c'est que c'est déjà un criminel. Déjà le ministre de la Justice nous informe qu'il y a déjà des enquêtes sur Joseph Kabila et qui vont vers la conclusion comme quoi il est coupable. Ça veut dire tous ses biens seront saisis, ses comptes seront bloqués. J'apprends qu'il serait déjà bloqué des comptes. On dit qu'il y en aurait 53 au nom de Harish Jaktani, mais en réalité c'est Joseph Kabila, chers compatriotes. Eh bien, je vous laisse, ou je nous laisse, parce que moi aussi je vais regarder, je nous laisse regarder ensemble ce commentaire d'un compatriote, qui écrit et qui fait lire par un clone numérique. Eh oui.
De toutes les façons, c'est lui, c'est sa plume. Bon, si c'est une voix numérique, eh bien, c'est très bien ça. Il fait des analyses vraiment pertinentes et des recherches fondées. Il faut aussi le regarder et partager. C'est flash, je ne sais pas comment. Voilà. Eh bien, regardez, chers compatriotes. Les présomptions contre William Ruto, Rigathi dit aussi que son ancien patron, William Ruto, a soutenu les rebelles M23 qui ont pris de vastes zones de l'Est de la République démocratique du Congo, avec le même objectif de profiter du conflit. On peut confirmer qu'il crée des problèmes en RDC par son implication avec les M23 à cause de son intérêt pour de bonnes affaires dans ce pays. Et en tant que président de la communauté de l'Afrique de l'Est, William Ruto ne peut résoudre aucun problème dans cette région parce qu'il est une partie intéressée à cause de ses intérêts commerciaux. C'est pourquoi on a vu que notre ambassade à Kinshasa a été attaquée par les habitants de ce pays à cause de notre implication. Vous savez, dans les affaires internes de ce pays et de notre lien avec un mouvement rebelle qui s'oppose à un gouvernement légalement établi. Donc, ce sont des choses sur lesquelles le président et moi étions en désaccord de temps en temps. Et lors de la récente tournée du président William Ruto dans la région du Mont Kenya, Gachagua a déclaré que ça n'a pas changé les sentiments dans la région. Il a aussi dit que la foule qui assistait au rassemblement du président était payée. Il ne venait pas pour faire quoi que ce soit, parce qu'il n'est pas ingénieur, il n'est pas architecte, il n'est rien. Vous savez, quand il est allé à ME, vous savez, pour ouvrir un système d'égout qu'il avait déjà inauguré il y a 7 ans, à Ma, au lieu d'aller au pont de Niti et de donner une solution pratique, parce que c'est ce qu'il avait promis aux gens. Eh bien, il avait dit avant 2027, mais avant ça, il avait dit 6 mois. Et il devrait arrêter de dire aux gens d'avoir foi en lui. Alors, quand ils le voient arriver avec 9 hélicoptères pour ouvrir une seule salle de classe à Lipia West, les gens se sentent très offensés. Extrêmement offensés. Vous savez, quand ils découvrent que l'argent destiné aux impôts est utilisé pour soudoyer des gens afin qu'ils assistent à des réunions. Les gens sont très offensés, mais ils prennent quand même l'argent, parce que l'argent est déjà là. De toute façon, même s'ils ne le prennent pas, quelqu'un d'autre le prendra. Mais les contribuables sont très offensés par ce qui se passe, par l'abus et le détournement des ressources qui sont censées servir au développement, qui sont censées améliorer leur vie. D'accord, ouais. I mean, this is not right, you know. And he really hated me for raising that matter. Okay. And he was very bitter. Again, you know, he's also interfering with DRC. And I can confirm that he is creating problems in DRC through involvement with M23. Because of his interest in gold business in the DRC. And as the chairman of the East African community, William Ruto can also have a problem in this region. Imaginez un président qui, sous couvert de leadership régional, alimente un conflit sanglant pour remplir ses poches. Ça semble trop gros pour être vrai? Pas quand il s'agit de William Ruto, président du Kenya, accusé par son propre ancien vice-président de soutenir les rebelles M23 au cœur de la crise en République démocratique du Congo. Oui, vous avez bien entendu, des allégations explosives viennent de Rigathi Gachagua et elles pourraient tout changer. Alors, qui profite vraiment de ce chaos? Restez avec moi, parce que ce que vous allez découvrir risque de vous faire voir la politique régionale sous un jour bien plus sombre. On parle ici d'un scandale qui secoue l'Afrique de l'Est. La RDC, un pays riche en minerais, mais ravagé par des décennies de guerre, est encore une fois le théâtre d'une lutte brutale. Les rebelles M23, soutenus selon l'ONU par le Rwanda,
ont pris le contrôle de vastes zones de l'est du pays, semant la mort et le désespoir. Et au milieu de tout ça, William Ruto, président du Kenya et président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est, est pointé du doigt. Pas par n'importe qui, mais par Gachagua, son ancien bras droit, qui n'a pas mâché ses mots. Ruto serait en train de causer des problèmes en RDC à travers son implication avec M23, motivé par des intérêts commerciaux juteux. Du commerce de l'or, pour être précis. Vous vous demandez peut-être pourquoi un président mettrait-il en péril la paix régionale pour des profits personnels? La réponse, malheureusement, est aussi vieille que la politique elle-même, l'argent et le pouvoir. Commençons par le début. La RDC est un géant blessé, un pays où les minerais comme l'or, le cobalt et le coltan attirent les vautours de tous horizons. Depuis des années, l'est du pays est une zone de non-droit, où des groupes armés se disputent le contrôle des ressources. Les M23, un mouvement rebelle Tutsi, sont revenus en force en 2021, capturant des villes comme Goma et Bukavu, déplaçant des millions de personnes et laissant des familles déchirées. L'ONU et Kinshasa accusent le Rwanda de Paul Kagame d'armer et d'entraîner ces rebelles, une accusation que Kigali nie farouchement. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand Gachagua entre en scène. Juste avant la publication, que Donald Trump allait mettre en pause pendant 90 jours les surtaxes sur tous les pays qui étaient concernés partout dans le monde. Et donc pour vous donner un exemple très précis, dans le cas de l'Union européenne était visée par des taxes douanières qui devaient s'établir à 20%. Là en l'occurrence, l'Union européenne va repasser à 10% et c'est le cas de tous les pays du monde sauf la Chine. La Chine, c'est encore une hausse importante puisque les droits de douane sur les produits chinois qui entrent sur le territoire des États-Unis, il passe désormais à 125%. Donc un produit qui entre va coûter plus de 2 fois son prix d'origine avec cette taxe. Et pour tous les autres pays du monde, donc notamment les pays de l'Union européenne, on passe à 10% de droits de douane. Alors ça n'enlève rien à la suite des actus du jour que vous allez pouvoir écouter. Il y a toujours plein d'éléments très importants et intéressants à comprendre sur la question des modes de calcul par Donald Trump et sur tout ça. Mais forcément, c'est un revirement immense, donc je voulais vous en parler dès maintenant pour que vous l'ayez en tête. On a vu d'ailleurs une conséquence directe sur les marchés financiers avec notamment Wall Street, donc la bourse aux États-Unis qui a grimpé en flèche suite à cette annonce. Dans les prochaines heures, et comme on l'a fait il y a quelques minutes après cette déclaration de Donald Trump, on vous tient au courant directement sur Instagram avec les dernières informations. Il y a aussi d'autres informations avec la France qui pourrait reconnaître au mois de juin l'État palestinien. Là aussi, on en parle dès maintenant sur Instagram. Allez, je vous laisse avec les actus du jour qui avaient été tournées juste avant ces deux nouvelles informations majeures et on vous tient au courant évidemment demain pour la suite. La panique se poursuit. Une taxe de 104% appliquée aux produits chinois qui sont importés aux États-Unis, une surtaxe de 20% pour les produits européens. Les droits de douane s'enchaînent du côté de Donald Trump avec certaines ripostes donc à l'international. Mais comment est-ce qu'au départ Trump a abouti à un tel plan? Comment est-ce qu'il a calculé tout cela? Et y a-t-il une grosse erreur dans son approche alors que certains de ses soutiens commencent à se désolidariser? Alors on a croisé les sources, on a lu des opinions qui parfois s'opposent sur ce sujet. Voici donc ce qu'il faut retenir factuellement sur la situation et sur ce que l'on sait. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Depuis ce samedi, tous les produits qui entrent aux États-Unis sont donc visés par une taxe additionnelle de 10%. Et ce mercredi matin, une deuxième salve de droits de douane est entrée en vigueur. Elle concerne une soixantaine de pays. Et les droits de douane, pour rappel, c'est donc les taxes que les entreprises américaines doivent payer lorsqu'elles importent des produits depuis l'étranger. Alors on va pas détailler tous les jours tous les droits de douane parce que déjà que vous êtes quelques-uns à me dire que la une de ce format des actus du jour est parfois un peu trop longue, donc on va pas trop développer, mais ça varie donc entre 11 et 50% sur ces surtaxes, à l'exception de la Chine qui est visée par des droits de douane de 104% après une surenchère qu'on a pu voir ces dernières heures des deux côtés. Ça veut donc dire que si une entreprise américaine veut importer un produit chinois qui coûte $100, elle devra payer aussi en plus $104 de taxes. Donc au final, un produit lui revient à $204, soit le double. Et à noter au passage
passage, avant d'aller sur le cœur du sujet aujourd'hui, que certains territoires français d'outre-mer sont encore plus touchés donc que la France métropolitaine. On peut penser à l'île de la Réunion qui est touchée par une surtaxe de 37% pour les produits donc qui seraient exportés aux États-Unis. On peut aussi citer Saint-Pierre-et-Miquelon avec une surtaxe de 50%. Et au contraire, les droits de douane restent à 10% en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane ou encore à Mayotte. Alors l'objectif de Trump, on va pas revenir là-dessus, ce serait de protéger l'industrie américaine, de favoriser la production aux États-Unis et de réduire le déficit commercial des États-Unis, donc l'écart entre les importations américaines et les exportations américaines. Emmanuel Macron a dénoncé une décision brutale et infondée et la Commission européenne, donc l'une des principales organisations de l'Union européenne, prépare une forme de riposte. D'ailleurs, on peut noter que ce mercredi, l'Union européenne a adopté une première salve de réponse à ces droits de douane et notamment une taxe qui va être augmentée sur certains produits américains comme les motos, le soja ou encore la volaille. Enfin, côté chinois, et on aura terminé le contexte général avec les dernières infos, la Chine a annoncé donc ce mercredi une nouvelle augmentation des droits de douane sur les produits américains. On passe de 34 à 84% et ce sera entré en vigueur dès ce jeudi. Alors une fois qu'on a dit tout ça, comment expliquer de telles différences de droits de douane entre les différents pays et comment est-ce que ces droits de douane ont été calculés du côté des États-Unis? Alors officiellement, si vous avez écouté ce discours de Donald Trump il y a quelques jours, il parle de droits de douane réciproques. Ça voudrait dire que les États-Unis imposent aux autres pays les mêmes taxes que ces pays appliquent aux produits américains. En gros, si un pays taxe à 20% les produits américains, eh bien les États-Unis veulent taxer à 20% les produits qu'ils importent de ce même pays. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait comprendre de l'idée de droits de douane réciproques, sauf que dans les faits, c'est pas du tout comme ça que ça a été calculé. Et les droits de douane aujourd'hui, ils n'ont rien de vraiment réciproque pour tout un tas de raisons. Bon déjà, et c'est vraiment l'éléphant dans la pièce ou le point le plus crucial, l'administration américaine a appliqué une règle de 3 pour parvenir à ces droits de douane. Alors accrochez-vous bien, je vous explique, après on en parle. Elle a pris en fait le déficit commercial des États-Unis avec un pays, donc la différence entre la valeur des produits que les États-Unis importent et ceux qu'ils lui exportent. Ce montant-là, il l'a divisé par le montant des importations américaines venant de ce pays. Et puis le tout, après ça, a été divisé par 2 pour obtenir donc le taux de la taxe que Donald Trump souhaite appliquer. Ça, c'est donc comment ça a été fixé, sauf que ce calcul, cette façon de calculer comme ça une hausse de droits de douane, eh bien, disons les choses de façon assez simple, ça pose beaucoup de questions. Bon, déjà, on peut le noter, mais ça en soi, Donald Trump l'a dit lui-même, il ne veut pas appliquer exactement les droits de douane qui sont appliqués par les autres pays. Donc ici, Trump dit que l'Union européenne impose des droits de douane de 39%, et donc lui a annoncé des droits de douane 2 fois moins importants, des droits de douane donc à 20%. Ça, après tout, pourquoi pas, il le dit publiquement, il ne veut pas imposer à la même hauteur, sauf que, et le problème, il est là, la réalité, c'est que les droits de douane européens sur les produits américains, eh bien, ils ne seraient pas de 39%. Alors, il y a plusieurs chiffres, plusieurs ressources là-dessus, mais on peut noter par exemple que l'Organisation mondiale du commerce estime que, eh bien, ces droits de douane européens, ils sont de l'ordre de 4,8%. Et même s'il y a un débat sur ce chiffre précis et sur la méthode de calcul, dans tous les cas, on est très loin des 39% qui sont avancés par l'équipe de Donald Trump. Par ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est que le calcul de Trump, il prend pas en compte la question des services qui peuvent prendre une grande part des échanges internationaux, surtout dans le cas des États-Unis qui sont le premier exportateur mondial de services. Alors qu'est-ce qu'on entend par service? Alors ça peut être la technologie, les médias ou encore certains services de la banque. Mais surtout, et c'est là le point le plus important, la méthode de calcul que je vous ai évoquée il y a un instant, eh bien la plupart des économistes ne comprennent pas pourquoi est-ce que cette méthode de calcul a été utilisée pour calculer des droits de douane. Et d'ailleurs, si vous aviez suivi l'actualité attentivement la semaine dernière, on peut noter qu'il y avait eu une forme de flottement. Après cette conférence de presse que j'avais suivie de mon côté, il y avait eu beaucoup d'interrogations d'économistes qui se demandaient mais d'où viennent ces chiffres concernant ces droits de douane qui seraient appliqués partout dans le monde sur les produits américains? Comment est-ce que Donald Trump arrive à ces chiffres de son côté? En fait, aujourd'hui, beaucoup d'économistes estiment, pour dire les choses simplement, que cette méthode de calcul, elle n'a pas de sens pour calculer des droits de douane. Par exemple, on peut noter que le prix Nobel de l'économie Paul Krugman estime que c'est tout simplement une approche qui est pleine d'erreurs. En fait, Paul Krugman va même jusqu'à dire, quand cette méthode a été précisée par l'équipe de Donald Trump, qu'elle était tout simplement stupide. Alors, quel que soit le mode de calcul, et je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus, le résultat, c'est qu'il y a certaines incohérences, en tout cas selon certains économistes. Par exemple, on l'a dit, il y a un tarif de 10% pour tous les produits étrangers, sauf que, eh bien, ce tarif de 10%, il
semble trop uniforme dans le sens où il ne prend pas en compte en fait les particularités de chaque relation commerciale. Si on prend par exemple le cas de l'Australie. L'Australie, elle exporte beaucoup plus vers les États-Unis qu'elle n'en importe. Ça a créé donc aujourd'hui un excédent commercial qui est donc favorable aux États-Unis. Alors selon la logique de Trump, l'Australie devrait a priori bénéficier d'un tarif plus faible, voire ne pas avoir comme ça d'augmentation de droits de douane. Et pourtant, l'Australie aujourd'hui va donc se retrouver à avoir le même tarif que la Nouvelle-Zélande, alors qu'à l'inverse, du côté de la Nouvelle-Zélande, eh bien, le déficit commercial, il est dans l'autre sens. Pour résumer donc, le protectionnisme qui est donc cette politique qui consiste à favoriser les entreprises nationales, notamment donc en augmentant les droits de douane, c'est évidemment une politique économique qui est défendue par beaucoup d'économistes. C'est pas quelque chose de nouveau. Trump n'est pas le seul à défendre eh bien, cette vision économique et c'est un débat qu'on voit nous depuis des années maintenant. Même à chaque élection présidentielle, quand on couvre les débats entre les candidats à la présidentielle, il y a tout un tas d'approches et il y a tout un tas de candidats à chaque élection qui défendent le protectionnisme pour tout un tas de raisons. Mais dans cette situation précise, même certains qui défendent donc ces politiques protectionnistes doutent de la méthode et du calcul qui a été effectué pour aboutir à ces hauts. Eh bien, nous nous arrêtons ici, chers compatriotes. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, d'aimer et de partager. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. La victoire est la nôtre. Et bientôt, c'est la victoire avec Fachi Béton. Vive la diplomatie de Fachi Béton avec Thérèse Kayikwamba. Que Dieu bénisse encore la République démocratique du Congo.